Après sa mort dans l'Apocalypse, un guerrier renaquit non pas en héros mais en un noble inutile. Prisonnier d'un corps fragile et d'une réputation ternie, il a 5 ans pour changer l'avenir. Pour affronter un monde sur le point d'être détruit, il doit conquérir pouvoir et loyauté là où on s'y attend le moins. Ce noble inutile peut-il devenir l'empereur et réécrire son destin? Le voyage commence maintenant. Le protagoniste réfléchit que si le génial Chris avait été le héros, il aurait pu unir ses forces aux autres pour éviter l'apocalypse. Le protagoniste, vie passée, se remémore l'invasion de l'armée démoniaque, une attaque dévastatrice qui a apporté désespoir et destruction à son monde. Christian fixe ses mains, abasourdi, saisissant l'écrasante réalité qu'il a régressé dans le temps pour se retrouver dans un corps étranger. Christian réfléchit, pensant qu'il avait déjà tout vécu dans sa vie passée, mais cette nouvelle réalité est un choc inattendu. Dans un accès de rage, Christian frappe ce qui se trouve devant lui, criant que tout ce qu'il voulait était d'être un garçon riche ordinaire. Désespéré, il s'appuie sur le miroir, se demandant quoi faire et se forçant à trouver une issue à son terrible destin. Pris de panique, Christian agrippe sa tête, réalisant que se contenter de se cacher ne suffira pas pour survivre à ce qui l'attend. Christian contemple l'armée du roi démon au sang maléfique, pensant que le vrai problème sont les innombrables démons qui le suivent. Au grand étonnement de son père, Christian s'agenouille et lui présente ses excuses, jurant que l'incident ne se reproduira plus. Alors que le comte l'accuse de moquerie, Christian tente de se souvenir de ce qui s'est passé, confus par tant d'informations. Christian s'agenouille devant le comte Khazar, admettant ses erreurs passées et promettant qu'il réfléchira à toutes ses actions. Avec détermination, Christian demande à être envoyé au cachot de punition, assurant qu'il montrera son côté changé après un mois de réflexion. Ivre et furieux, Christian confronte son père, l'accusant de toujours le décevoir, sous le regard choqué du majordome Cox. Agenouillé, Christian fait une contre-proposition. S'il prouve qu'il a changé, son père devra lui accorder un souhait en retour. Christian pourtant sourit avec assurance, persuadé de pouvoir régler cette situation épineuse en quelques jours à peine. Cox annonce qu'ils sont arrivés devant un portail magique imposant, tandis qu'une aura de pouvoir bleu commence à émaner de Christian. Avec une expression sérieuse et légèrement en sueur, Christian affronte ce qui l'attend, montrant sa nouvelle et ferme détermination. Christian reconnaît un visage familier, son jeune frère, et pense qu'il est un parfait enfant de cœur. Christian surprend son adversaire avec une attaque rapide et précise, le transperçant avant qu'il ne puisse réagir, le laissant en état de choc. Cox sursaute devant Christian qui le fixe froidement et lui demande ses intentions, sentant que cette visite n'a rien d'amical. Cox observe le jeune maître et commente que, bien qu'il se soit entraîné avec acharnement, il se souvient encore à quel point Christian était mignon enfant. Un garde bloque le passage de Terne qui réagit avec fureur, criant et remettant en question l'attitude de celui qui l'arrête. Dans un flashback, le protagoniste se remémore sa vie difficile de chasseur de trésors, affirmant qu'il a déjà traversé pire. Christian planifie sa récupération, combinant des techniques de modification corporelle de cirque avec une reconstruction osseuse pour réparer son physique affaibli. Il se souvient avec regret de tout le travail que lui et Evan ont eu dans leur vie passée pour trouver les précieux cristaux de mana. Christian commence le processus agonisant, absorbant l'énergie des cristaux tandis que son corps est enveloppé de rayons de pouvoir et qu'il saigne de douleur. Le comte Khazar déplore l'état de Christian, rappelant qu'il était un enfant prometteur avant de s'effondrer et de se perdre complètement. Se remémorant une confrontation, le comte pense qu'il serait préférable que Christian devienne un infirme ou meure plutôt que de vivre si misérablement. Christian fait face à son père, le comte Khazar, et avec un regard défiant lui dit qu'il attendait son arrivée. Alors que tout semblait bien se terminer, Christian sent que quelque chose ne va pas, réalisant que ses problèmes ne sont pas encore finis. Ayant tenu sa promesse, Christian s'approche de son frère Terne et lui dit qu'il a maintenant une requête à faire. Terne réagit avec mépris, pensant qu'un raté comme Christian n'a pas le droit de fouler le terrain d'entraînement. Christian explique qu'il veut seulement observer les chevaliers noirs en action, car il croit que ce serait une expérience inspirante pour lui. Avec un regard astucieux, Terne se retourne et dit qu'il a aussi une requête à faire, imposant sa propre condition. Christian fait face aux autres chevaliers qui le traitent de jeune maître idiot et questionnent sa présence sur les lieux. Christian marche avec détermination, conscient que pour atteindre son objectif, il doit obtenir rapidement l'approbation du vice-commandant. Il tombe sur son frère Terne insultant quelqu'un, le traitant de déchet, et Christian le reconnaît avec dédain. Le vice-capitaine Melien apparaît soudain et salue Christian surpris par l'apparition de l'imposant chevalier. Choqué, Melin se demande comment Christian a pu résister complètement à son pouvoir magique qu'elle avait libéré pour l'intimider. Christian serre les poings et propose un combat sans magie, affirmant que son corps n'est pas en parfaite condition pour utiliser le pouvoir magique. D'un geste provocateur, Christian déclare que son adversaire ne sera pas elle, mais son jeune frère Terne, le laissant atone. Les yeux rouges brillants de rage, Terne fait face à Christian et à ses serviteurs, furieux de son audace, en disant « Comment oses-tu » Melin intervient, avertissant Christian que Terne est un guerrier de niveau 2 étoiles et qu'il devrait trouver un adversaire plus approprié. Christian sourit, déterminé, affirmant que pour prouver ses qualifications, il doit combattre quelqu'un de plus fort et que Terne est le choix parfait. Christian provoque Terne à propos de son frère et Terne, avec un regard furieux, accepte promptement le duel proposé.
Tern menace Christian mais est pris par surprise quand il apparaît instantanément devant lui, questionnant sa posture de combat. Christian nargue son frère courbé, lui demandant s'il pleure, tandis que Tern se demande quel tour a été utilisé contre lui. Christian provoque son frère Tern, remettant en question sa force. En réponse, Tern explose de fureur, criant qu'il n'a pas pu l'entendre. Confiant en ses instincts de combat, Christian assène un coup de poing dévastateur à Tern, l'assommant instantanément et le faisant saigner. Debout sur son frère vaincu, Christian demande calmement si c'est une preuve suffisante de ses qualifications, tandis qu'un esprit flotte à ses côtés. Christian atteint le niveau 1 étoile en magie, notant que cela a pris plus de temps que prévu car il n'était pas familier avec le contrôle du mana. Une banshee nommée Marielle se matérialise, demandant au jeune maître Christian s'il l'a appelée, révélant être sa servante personnelle. Choqué par cette demande, Marielle insiste sur le fait que le jus de sang est délicieux, mais Christian, irrité, exige simplement qu'elle lui apporte ce qu'il a demandé. Avec un regard furieux, Christian confronte Cox, lui demandant qui il est pour décider s'il doit le croire ou non, affirmant sa nouvelle posture. Maintenant à l'extérieur, Christian marche avec Cox, observant calmement les gens autour de lui sous un ciel clair et un nouvel environnement. Remarquant que les regards sur lui se sont adoucis, Christian sourit et décide qu'il est temps de commencer à conquérir le cœur de tous. Un soldat à tête d'oiseau observe Christian s'entraîner diligemment avec son épée en bois au camp, notant sa présence constante. Le soldat se présente au vice-commandant Melin, l'informant que le jeune maître Christian est de nouveau au camp d'entraînement à sa grande surprise. Melin dédaigne Christian pensant qu'il est un vaurien qui a perdu son énergie magique à cause de son mode de vie, bien qu'il soit l'héritier. En arrivant, elle trouve Kainen au sol. Christian explique que ce n'était qu'un petit malentendu entre lui et son écuyer. Melin est choqué par cette révélation, se demandant si ce scélérat a également réussi à atteindre le niveau d'une star. Christian provoque les chevaliers, disant qu'ils ne sont pas aussi impressionnants que les rumeurs et demande si quelqu'un l'affrontera. En réponse au défi, l'imposant démon Thorn s'avance et se présente, prêt au combat. Thorn attaque et Christian analyse ses mouvements, identifiant la technique de l'épée de boue dont il n'avait fait qu'entendre parler. Après avoir vaincu le chevalier, Christian s'assied sur lui et fixe les autres en silence, tandis que l'âme de son adversaire s'évanouit devant tous. Christian s'adresse aux chevaliers, exprimant sa déception et blâmant le vice-commandant pour leur manque de compétences, contestant directement son autorité. Christian brandit une épée en bois et défie Melin avec un sourire confiant, disant « Eh bien alors, pourquoi ne me montrez-vous pas ?» Après un bref affrontement, Melin s'enrage de l'attitude de Christian, le traitant de canaille tout en libérant une puissante aura violette. Avec un cri de guerre, Melin avance furieusement contre Christian, déclarant qu'il ne sortira pas vivant de cet affrontement. Le combat s'intensifie avec un échange rapide d'attaques et les bâtons de Christian et Melin se heurtent à plusieurs reprises avec grande force. Melin est frustré de voir ses coups échouer, pensant que c'est étrange car Christian devrait être trop faible pour être son adversaire. Les yeux flamboyants de fureur, le vice-commandant Melin crie à Christian de se taire, refusant d'écouter ses paroles. Melin avance implacablement et le choc de ses épées crée une explosion de pouvoir qui fissure le sol autour d'eux. Voyant une ouverture, Christian crie « Maintenant !» et se lance en avant, saisissant l'opportunité pour sa contre-attaque. Après une attaque précise, Melin recule sous le choc, couvrant son visage et sa main ensanglantée, surprise par l'habileté de Christian. Avec un regard déterminé, Christian confirme en interne le succès de son plan, pensant « ça a marché » en voyant que sa stratégie a porté ses fruits. Christian évalue sa victoire, réfléchissant que cela aurait été impossible si Melin avait été une démone purement habile en escrime. Christian révèle que lors du coup de tête, il l'a égratigné au cou, un mouvement subtil qu'elle n'avait pas remarqué jusqu'alors. Réalisant qu'elle aurait pu mourir, Melin admet sa défaite, demandant ce que Christian désire, mais réclamant un nouveau duel en échange. Avec un sourire confiant, Christian accepte son défi, arguant qu'il n'y a aucune règle qui l'empêche de devenir l'héritier. Christian propose à Melin un nouveau duel dans un mois, expliquant qu'il doit s'entraîner et que le prochain affrontement n'aura aucune restriction. L'homme à table réagit, choqué, pensant que cette fois Christian est sérieux quant à ses intentions. Christian réfléchit à Melin, une puissante démone, et conclut qu'il a besoin d'elle pour contrôler totalement les mages noirs. Christian pense que même les démons ont des liens familiaux, considérant que le comte Khazar pourrait être un meilleur père que celui de sa vie passée. Marielle flotte dans les airs et Christian choqué lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond par un rire amusé et énigmatique. Marielle l'avertit que le livre choisi par Christian est une magie noire 4 étoiles, le sceau de liaison, mais il semble indifférent. Avec une pose confiante, Christian ignore l'inquiétude de Marielle, affirmant que tout va bien car il est un génie. L'observant en silence, Marielle médite, pensive et impressionnée sur l'audacieuse déclaration de son jeune maître. Christian s'interroge sur les coupables, soupçonnant son frère Tern qui le déteste et le majordome Cox qui le flatte de manière suspecte. Décidé, Christian cesse de fuir et prévoit de devenir le délinquant qu'ils attendent, afin que le vrai coupable se révèle. Il commence sa mise en scène, criant de frustration au milieu des autres, feignant que l'entraînement l'épuise. Dans un souvenir, l'ancien Christian a une crise de colère, criant à ses hommes qu'il abandonne tout à cause d'eux. Il se souvient comment il harcelait les serviteurs et gaspillait l'argent avec diligence, bâtissant sa réputation de vaurien. Christian s'irrite contre Marielle, qui use de magie pour l'empêcher de boire.
lui demandant pourquoi elle ne le laisse pas boire d'alcool. Suivant le plan de Marielle, Christian fait semblant d'être ivre lorsque son frère Tern arrive, agissant de manière confuse pour maintenir le déguisement. Tern explose de fureur, déçu de croire que Christian est retombé dans ses vieilles habitudes, criant qu'il pensait qu'il avait changé. Christian alerte Tern d'un traître présumé au sein du foyer, laissant son jeune frère complètement déconcerté par cette révélation soudaine. Feignant l'ivresse, Christian dit qu'il va rencontrer Cox en personne, tandis qu'un serviteur se demande si tout cela n'est qu'une mise en scène. Christian confronte le majordome dans son bureau et Cox, surpris de cette visite, demande au jeune maître ce qui l'amène ici. Cox s'empresse de corriger son erreur, mais Christian, calmement assis, refuse l'aide de son majordome d'un simple et ferme non. D'un geste rapide, Christian fait saigner Cox et lui ordonne froidement d'aller chercher l'objet lui-même sans dépendre de personne d'autre. Christian saisit le menton de Cox, lui demandant s'il va travailler dans cet état, et lui ordonne de sortir pour se changer, ce à quoi il obéit. Il soupçonnait le majordome Cox d'être le traître, mais il avait besoin de preuves solides pour confirmer ses soupçons concernant les détournements. D'une manière décontractée, Christian jette une bourse à Cox, affirmant que malgré ses attitudes, il est son majordome préféré. Le majordome Cox informe Christian que ses amis réclament une entrevue privée à leur lieu habituel. Christian s'enquiert du motif. Avec un léger rougissement, Christian décide qu'il peut très bien les rencontrer et Cox accepte promptement de suivre ses ordres. Christian arrive au rendez-vous et ses amis commentent les rumeurs selon lesquelles il aurait changé, mais l'un d'eux se moque, disant qu'il est le pire de tous. Les nobles incitent Christian à boire, tandis qu'il les méprise en pensée, les traitant d'ordures pour avoir exploité un enfant. Il piétine les gardes à terre, leur demandant s'ils ne devraient pas être plus préoccupés par leur propre sort que par le sien. Avec une force écrasante, Christian saisit le visage de son frère Tern, qui est terrifié par cette soudaine démonstration de pouvoir. Couteau en main, Christian menace l'homme, disant que s'il ne comprend pas pourquoi il est frappé, il devrait peut-être mourir là même. Attachés et terrifiés, les deux serviteurs implorent pour leur vie, suppliant le jeune maître de les épargner. Christian interroge un démon ligoté, demandant qui a donné l'ordre tandis qu'un poignard repose dangereusement entre ses jambes. Le démon cède et jure obéissance, mais Christian exige qu'il jure de faire exactement ce qu'il dira, le maintenant sous son pied. Le majordome Cox fait irruption dans le bureau du comte Khazar, annonçant désespérément qu'il y a un problème très sérieux à résoudre. Furieux de l'acte de son fils, le comte Khazar déclare qu'il invoquera le droit à un jugement sommaire immédiat. À son procès, Christian fait face à ses accusateurs et déclare fermement qu'il est innocent, gardant une expression de totale confiance. Son père le confronte, disant qu'il y a un témoin, mais Christian nie avec véhémence, affirmant que c'est impossible et que rien ne s'est passé. Le majordome Cox crie de désespoir, accusant Christian de tendre un piège et affirmant que tout n'est qu'une grande injustice. Tandis que Cox l'accuse d'une horrible plaisanterie, Christian le regarde calmement, pensant qu'il s'attendait à cette réaction exacte. Au tribunal, Christian s'adresse au juge, demandant à faire une requête spéciale en tant que victime de l'affaire. Avec un sourire confiant, Christian fait face au tribunal, révélant l'audace derrière sa demande inattendue. Le seigneur permet à Cox de témoigner, mais l'avertit de ne rien faire d'inapproprié, au grand choc du majordome. Agissant comme délégué du comte Khazar, Christian commence l'interrogatoire et exige que l'accusé réponde au nom de l'Empire magique. Christian révèle mentalement son piège, un sceau de liaison modifié qui nécessitait 2 serments pour être activé. Cox ressent une magie sombre et crie depuis le podium, demandant à Christian ce qu'il fait, tandis qu'une aura violette l'enveloppe. Christian utilise sa magie pour forcer Cox à avouer, lui rappelant son serment et lui demandant pourquoi il l'a incriminé. Sous un sort, Cox agonise et révèle que le commanditaire derrière tout était l'Orachide, laissant les autres choqués. Avec sa main ensanglantée, le comte Khazar déclare qu'il ne peut accorder de passe-droit, déterminé à s'assurer que tous se souviennent. Tern observe, choqué, son père s'assurer que tous se souviendront de ce qui s'est passé, établissant un précédent inoubliable et clair. Ignorant le doute de son père, Christian affirme qu'il atteindra le niveau 2 étoiles en seulement 2 mois, laissant le comte Khazar stupéfait. Avec un regard défiant, Christian croise les bras et demande directement à son père de l'aider à atteindre son objectif audacieux. Alors que les serviteurs bavardent, il commande que le comte entraîne Christian personnellement, un régime que même les chevaliers seniors craignent. Tern observe choqué tandis que Christian se demande s'il doit exécuter les techniques séparément avant de les combiner en un seul mouvement. Christian observe, stupéfait, une technique tranchant les membres du monstre, se demandant comment elle a pu passer outre sa défense. Des semaines plus tard, Christian s'entraîne jusqu'à l'épuisement, grommelant que courir est fatigant, mais nécessaire pour augmenter son endurance et monter en grade. Melin provoque Christian, lui demandant s'il est déjà fatigué tandis que lui, au sol, ressent sa pression écrasante et pense au duel qui approche. Melin, souriante, enjoint Christian de bien se battre et de rendre le combat divertissant pour elle, preuve de son immense confiance en sa victoire. Malgré l'écart de puissance, Christian affiche un sourire confiant, se rappelant qu'il est le riche jeune maître, un guerrier du portefeuille. Marielle se prépare avec enthousiasme pour sa première sortie avec Christian, s'assurant que le sac qu'il a demandé est prêt pour l'occasion. Tandis que Marielle insiste que c'est un plaisir de le servir, Christian est choqué, se demandant pourquoi une banshee s'inquiéterait de s'évanouir.
Christian explique énigmatiquement qu'ils feront quelque chose dans quoi il était très bon autrefois, augmentant le mystère sur leur destination. Tern confronte Christian pour son retard et Christian est surpris de se demander pourquoi son frère est là de nouveau. Après avoir entendu l'excuse de Christian, Tern déclare qu'il l'accompagnera, laissant son frère aîné complètement choqué par cette décision. Christian provoque Tern, lui demandant s'il est inquiet, mais il nie, ne voulant qu'éviter une nouvelle disgrâce familiale. En arrivant à un grand manoir, Christian est impressionné par le lieu, ayant du mal à croire qu'un tel endroit existe vraiment. Christian ordonne à Marielle de rester cachée à partir de maintenant et l'appelle près de lui pour lui chuchoter quelque chose d'important. Christian envoie Marielle en mission et lorsqu'on lui demande, il répond qu'il n'est pas nécessaire de savoir où elle est allée. Christian et son compagnon traversent le salon de jeu, passant devant diverses tables où des nobles masqués sont concentrés sur leur paris. Tern désespère de perdre, ignorant que Christian le voit comme le premier idiot à être piégé par le jeu. Tern confronte Christian au sujet de ses pertes, mais il est furieux de découvrir qu'il a perdu le double de son frère aîné. Déterminé à récupérer son argent, Tern exige plus de fonds de Christian, déclarant qu'il continuera à jouer à tout prix. Christian atteint sa cible à distance avec un tir de mana, confirmant son succès par une pensée décisive « Bingo !». À son arrivée, Christian est accueilli par un démon bête agressif, tandis que les personnes présentes se demandent si c'est bien le jeune maître. Christian révèle que Grantel est le propriétaire du tripot et le confronte furieusement pour avoir abusé de son frère cadet. Libérant une aura menaçante, Christian lui demande s'il veut mourir, faisant tomber Grantel à genoux et le suppliant de lui accorder sa miséricorde. Face au désespoir du serviteur qui prétend n'avoir pas d'argent, Christian abaisse nonchalamment son exigence à 200 000 rupes. Christian utilise immédiatement les 200 000 rupes qu'il a extorquées pour acheter un nouvel équipement de combat impressionnant. Marielle loue le plan merveilleux du jeune maître et Christian pose fièrement, confirmant son propre génie. Christian pense à l'épée Gruna, l'âme sacrée devenue maudite quand son porteur héroïque vendit son âme au démon. Marielle est émue de recevoir un collier de Christian, avouant que c'est le premier cadeau qu'elle ait jamais reçu dans sa vie et le remerciant sincèrement. En signe de gratitude, Marielle promet de servir de délicieux jus, tandis que Christian désespère en pensant qu'elle a bu par erreur une boisson alcoolisée. Christian se réveille soudainement dans son lit, effrayé par un cri de « frère » qui semble venir d'un lointain souvenir ou d'un rêve. Tern confronte Christian furieusement, criant qu'il a failli être vendu comme esclave, faisant finalement se souvenir Christian de ce qu'il avait oublié. Christian bâille et s'excuse nonchalamment, pensant que quelqu'un nommé Grantel a dû intervenir pour sauver son frère. Christian rappelle au jeune noble qu'il a perdu un pari et doit tenir sa promesse, s'interrogeant sur sa façon de le traiter. Le garçon est horrifié par l'exigence de Christian, l'appeler honorable roi, empereur, majesté, frère aîné. Dans un accès de fureur, le jeune homme hurle le titre complet, déchirant ses propres vêtements de pure frustration et humiliation. Avec un sourire suffisant, Christian avertit son frère de se comporter et de montrer le respect dû à son grand frère. Tandis que Christian se détend, Tern Van Baron s'en va furieux, promettant qu'il fera un jour regretter à son frère cette humiliation. En réfléchissant à ses projets, Christian se rend compte que sa première étape doit être d'amener le vice-commandant Melin à ses côtés. Une épée sombre et imposante scellée par des chaînes rouges émerge du sac de Christian avec une aura puissante. C'est Ragna, une épée sacrée que de nombreux mages ont tenté de dompter, mais tous ont échoué à son défi. Christian saisit les chaînes avec confiance, se demandant comment l'arme légendaire réagira à son pouvoir lorsqu'il le défiera. Le commandant, qui s'est révélé être sa tante Mary, confirme son identité et le salue en lui disant que cela fait longtemps neveu. Christian est surpris d'apprendre que le chef de clan est curieux à son sujet, y voyant sa grande chance d'attirer son attention. Il révèle un chapelet rouge, ce qui amène une femme à se demander avec étonnement si cet objet pourrait être le légendaire Gruna. Ignorant les avertissements de « attention », Christian active l'artefact avec un sourire, libérant une puissante énergie qui surprend tout le monde. Christian prend l'arme et refuse de révéler son secret, disant avec un sourire qu'une seule chose est certaine concernant sa compétence. Son ancienne compagne attaque férocement, mais Christian intercepte le coup, provoquant une explosion d'énergie sombre. Christian réalise que sans restriction, sa force et sa vitesse sont incomparables, ressentant l'immense pression de l'attaque. Après le choc des lames, une énergie sombre et crépitante émane de Christian, enveloppant son épée et le champ de bataille. Le comte Khazar et une noble observent le combat, surpris de voir que le pouvoir de l'épée sacrée affecte réellement le démon. Christian avance implacablement, utilisant l'énergie sombre pour presser son adversaire dans un combat rapide et destructeur. En position de combat, Melin interroge Christian méfiante. « Tu prévois mes mouvements ? J'y pensais depuis un moment. » Christian explique qu'il peut prédire les attaques grâce à sa posture, un principe que Melin reconnaît comme fondamental en escrime à tous les niveaux. Défiante, Melin libère une puissante aura de magie verte et demande « Alors que dirais-tu de ça ?» piégeant Christian avec son énergie. Christian active un artefact qui dissipe l'énergie des ténèbres autour de lui, soupirant de soulagement et disant que c'était de justesse. Loin de là, le comte Khazar et sa compagne sont choqués, car l'objet qui a sauvé Christian était censé être en sécurité dans le coffre-fort. Sans perdre de temps, Christian lance un orbe d'énergie contre son adversaire, qui est prise par surprise par le rapide contre-attaque.
Christian fait face à Mélie et déclare que ses dégâts sont inutiles, tandis que son artefact bloque l'attaque dans une énorme explosion. Christian est stupéfait par les performances de son nouvel artefact, estimant que l'argent qu'il avait pris à Grand-Aile avait été judicieusement dépensé. Christian provoque son adversaire à sortir des flammes, sachant qu'elle est toujours vivante et elle s'élance pour une nouvelle attaque. Observant le combat, un homme se vante auprès de sa sœur, disant qu'il comprenait déjà le plan de Christian en utilisant l'orbe de corrosion. Avec un sourire maniaque, Mélin se délecte du combat, hurlant son plaisir et interrogeant le prochain assaut. Christian intervient soudainement, saisissant le poignet de Méline d'une main enveloppée d'énergie sombre pour arrêter son avancée. Christian s'avance avec un coup rapide, se méfiant que Méline ait pu laisser passer son attaque délibérément pendant le duel. Christian demande une réponse à sa proposition, affirmant que bien qu'il ait gagné, il ne forcera pas sa loyauté car cela ne peut être imposé. Christian sourit avec arrogance, demandant à Lady Merian s'il mérite des éloges pour avoir contrôlé un dragon démoniaque avec une telle aisance. Lady Merian songe qu'avec un tel pouvoir, le rêve ancestral de son père pourrait enfin se réaliser. Marielle loue le talent du chef, mais Christian est choqué de penser que le gâteau qu'il a mangé provenait de cette main. Marielle est jalouse, pensant que c'est pour une autre femme. Christian, nerveux, nie, mais confirme que le cadeau est pour une fille. Sur le point de partir à cheval, une noble est surprise par l'arrivée de Christian et lui demande ce qu'il désire. Il lui tend un présent. Sa surprise est grande d'y découvrir des biscuits, s'interrogeant sur le sens de cette offrande. Une femme offre des biscuits à Terne, révélant qu'elle les a faits elle-même. Il est visiblement surpris par le geste. Après dégustation, elle admet embarrassée que le goût est excellent sous le regard satisfait de Terne. Christian tente de clarifier ses intentions, insistant sur le fait que sa demande est sincère et qu'il souhaite seulement se rapprocher d'elle. Sceptique, elle le qualifie d'audacieux et se demande s'il n'a vraiment aucun motif caché dans son approche. Un homme demande s'il pourra goûter à nouveau les biscuits, mais Christian impose une condition disant que cela dépendra de ce qu'il fera en retour. Une femme mystérieuse surprend Christian avec une invitation à rejoindre les chevaliers de l'ombre noire, le laissant momentanément sans voix. Elle réfléchit au talent de Christian, craignant que son habileté, surpassant même celle du grand maître, ne se retourne un jour contre elle. Avec un sourire confiant, Christian remercie de l'inquiétude, mais affirme avec conviction qu'il ne croit pas qu'il perdra ce qu'il attend. Elle juge sa confiance absurde, mais s'abstient de l'en empêcher car en tant que mage, il a le droit de tracer sa propre voie. Avec un sourire, Christian remercie et promet qu'il gardera le conseil reçu à l'esprit pour ses futurs plans. Sa tante part avec un regard mystérieux, lui faisant ses adieux et disant qu'elle reverra son neveu bientôt. Déterminé, Christian serre le poing, pensant qu'il doit devenir plus fort et plus rapide pour accomplir ses plans. Le comte Khazar est impressionné par les progrès, se demandant si Christian a déjà atteint le niveau 2 étoiles en un seul mois. Le comte Khazar fixe intensément Christian, mentionnant le nom de Juan de Baron qui devient le centre de ses préoccupations. Christian réalise que si Juan monopolise l'obscurité, atteindre son propre objectif de devenir plus fort sera une tâche bien plus difficile. Avec un regard malicieux, Christian dit qu'un vaurien a sa propre façon d'agir, faisant demander à son père s'il a déjà un plan. Assis sur son trône, le comte Khazar se souvient avec dédain que Christian n'était qu'un sot arrogant qui se prenait pour un génie. Simon, le majordome en chef du clan des mages des ténèbres, apparaît avec un sourire confiant, demandant au lord patriarche pourquoi il a été appelé. Cox se présente à un noble âgé qui, ayant entendu leur conversation, lui demande si sa mission est d'observer le jeune maître Christian. En arrivant à destination, Christian est accueilli par un homme qui l'interroge sur le motif de sa visite, tandis qu'il le salue désinvolture. L'homme est choqué de réaliser que Christian est arrivé les mains vides, balbutiant de surprise face à l'apparent manque de préparation du jeune maître. Christian arrache un collier des mains d'un noble, qui est choqué par l'intervention soudaine du jeune maître. Tandis que ses pingouins l'attaquent, Christian énumère les crimes de l'homme, tels que l'évasion fiscale et l'enlèvement, le laissant désespéré. D'un sourire intimidant, Christian exige d'un homme terrifié qu'il lui procure une pilule grise, un objet rare du marché noir. Face à son hésitation, Christian appelle sa domestique, Marielle, qui apparaît dans une aura fantomatique, lui demandant s'il est prêt. Après le succès de l'intimidation, Christian cligne des yeux et en profite pour demander aussi une dague aiguisée et une armure, laissant l'homme confus. L'homme reste à terre, maudissant Christian tout en pleurant de douleur et d'humiliation après l'affrontement. À l'intérieur du carrosse, Christian aperçoit une boutique et demande au cocher de s'arrêter un instant. À l'intérieur de l'établissement, Christian ne perd pas de temps et pointe un objet, disant au vendeur qu'il va le prendre. Marielle provoque Christian, insinuant qu'il est excité, mais lui, agacé par cette insinuation, réfute farouchement son accusation. Enveloppée d'une aura bleue, Marielle révèle que l'objet qu'elle désire n'est pas pour elle, mais plutôt pour une autre fin, laissant Christian curieux. En se préparant à partir, Christian rencontre son père et Terne. Son jeune frère le salue formellement, l'appelant frère. Terne est complètement gêné et sous le regard de Christian l'appelle par un titre exagéré, grand frère, roi, empereur, majesté. Le comte Khazar interrompt les querelles de ses fils et leur enjoint de partir ensemble soumettre les tirs à main. Dès leur arrivée, un majordome gobelin les barre à l'entrée, affirmant qu'ils n'ont pas le droit de pénétrer dans le manoir. L'accompagnateur de Christian s'emporte face au refus, demandant si le majordome sait qui il défie.
Christian affiche un sourire astucieux et satisfait, révélant que son plan pour nuire à ses ennemis fonctionne parfaitement. Portant les coffres, Christian s'enquiert du coup. Le gobelin, hésitant, commence à révéler l'exorbitante somme exigée. Christian sourit, affirmant que les occasions de dépenser l'argent des autres sont rares, laissant l'homme à ses côtés choqué par son audace. Marielle pose pleine de joie et s'exclame à son jeune maître que le nouveau manoir est tout simplement incroyable. Christian apparaît et, surpris, demande à Marielle ce qu'elle fait là, tandis qu'elle fantasme sur le fait de le servir. Un adversaire utilise des chaînes d'énergie sombre pour contrôler une panthère, provoquant Christian et lui demandant s'il a un désir de mort. Sans se démonter, Christian prépare sa contre-attaque, tenant fermement son arme tandis qu'une énergie bleuâtre commence à en émaner. L'adversaire crie à Christian de ne pas le contourner et lance sa panthère démoniaque dans une attaque féroce et directe. Le démon blond se demande où il est passé, mais Christian surgit par derrière, assénant un coup surprise avec son bâton. Une rafale de coups brutaux s'abat sur l'adversaire de Christian qui hurle d'agonie face à l'implacable assaut. Christian avertit qu'il n'aura aucune pitié, mais son adversaire tombé crie de colère de se taire. Furieux des insultes, l'adversaire crie à Christian de se taire tandis que lui et sa panthère libèrent une aura sombre. Gardant son calme, Christian provoque son adversaire, lui demandant s'il sait quel est le problème avec les voyous comme lui. Christian attaque avec son épée de mana, fendant l'air d'un coup rapide et impitoyable contre son adversaire. Avec l'adversaire au sol, Christian prouve son point. Dans un vrai combat, on n'attend pas que l'ennemi se prépare. Christian s'exalte, demandant à Marielle ce qu'il y a de mal à ce qu'un vaurien agisse comme tel, et elle acquiesce avec enthousiasme à son maître. Christian semble épuisé, tenant sa boisson, tandis qu'un homme à proximité fulmine d'avoir reçu un ginger ale au lieu d'alcool. Deux gardes observent Christian à distance, se demandant à voix haute pourquoi Lord Arlos leur a ordonné de surveiller un vaurien comme lui. Après avoir mis au pas quelques fauteurs de troubles, Christian cligne des yeux et propose d'oublier l'affaire, sous le regard choqué et furieux des gardes. Les observateurs jettent des regards méprisants sur Christian évanoui, commentant qu'une telle scène sied à un misérable et qu'il n'est plus digne d'attention. Christian étant apparemment vaincu, l'un des observateurs décide qu'il est temps de simplement enregistrer le rapport et de terminer le travail de surveillance. Marielle soutient les activités nocturnes de Christian qui lui reproche avec colère son manque de filtre, lui rappelant que l'histoire est pour tout le monde. Déjà dans les monts Kython, Christian s'enfonce dans les bois, se disant qu'un terrain de chasse doit se trouver à proximité. Christian trouve enfin le camp ennemi en pleine nuit, s'écriant « Le voilà !» Sa compagne révèle le véritable défi. Pour obtenir les ténèbres, un khazar doit être amené à se suicider volontairement. L'explication continue, détaillant comment, en un instant fugace, ce qui est sans valeur se transforme en ténèbres pures et puissantes. Christian se retourne brusquement en sentant quelqu'un à proximité et demande, alerte, « Attendez, qui est là ?» Des ombres, une figure se révèle avec un léger sourire, affichant une broche brillante sur sa cape. L'étranger fait un pas ferme en avant, s'approchant de Christian sans dire un seul mot. Christian s'approche de l'entrée d'une caverne sombre, sentant une énergie sinistre et oppressante en émaner. Il pénètre les lieux et, submergé par une malveillance écrasante, il reconnaît avec effroi l'endroit, GN, le portail de l'enfer. Christian s'interroge, pourquoi un portail vers GN, le monde des vers et des démons, serait-il si proche du royaume humain? Loin de toute peur, Christian arbore un sourire confiant, se promettant une chasse véritablement exaltante. Le majordome Cox manifeste sa présence, trouvant le jeune maître gâté bien plus intéressant qu'il ne l'imaginait. Cox se remémore comment Christian a trompé tout le monde pour entrer dans une zone cachée, sentant une envie croissante d'interférer dans ses plans. Dans une vision sanglante, son moi du passé est brutalement poignardé tandis qu'une voix le questionne. « Un traître, est-ce ce que tu cherches ?» Dans une clairière, un groupe de jeunes se rassemble sous une bannière, formant une nouvelle équipe d'entraînement déterminée. Christian provoque Kainen lui demandant pourquoi il fait le dur après s'être fait battre. Irrité, l'écuyer lui ordonne de se taire. Tandis qu'il ajuste son gant, Christian est provoqué pour ne pas savoir utiliser son arme Gruna et est traité d'imposteur. Irrité, le chasseur défie Christian affirmant que son arme est plus efficace qu'un gourdin et lui demande s'il veut l'essayer. Le chasseur exige une réponse et Christian accepte sarcastiquement d'obéir à l'ordre comme s'il était un serviteur. Christian renvoie un compagnon, le traitant d'obstacle, et est averti de ne pas revenir demander de l'aide pour nettoyer son désordre ensuite. Irrité par l'insulte, l'homme aux oreilles d'animal insulte Christian, mais son partenaire l'empêche d'avancer, lui demandant de garder son énergie. Éloigné du groupe, Christian pense à lui-même, voulant voir comment les autres s'en sortiront seuls, conformément à son plan. Dissimulé en forêt, Christian observe deux guerriers dans une clairière, pressentant que le véritable défi est imminent. Choqué par l'échec, le jeune crie « Hein ?» avant que l'énergie instable n'explose, le projetant violemment en arrière. Réalisant que le tentacule est venimeux, Tern conjure immédiatement une barrière défensive et crie à tous de se protéger de l'attaque imminente. Christian offre son aide si Kainen l'appelle Young, mais il refuse mentalement, pensant « Ce psychopathe, pourquoi ferais-je ça ?» D'un regard menaçant, Christian accule son adversaire, lui rappelant le peu d'options qui lui restent pour s'en sortir. Dans l'agonie, l'un des hommes crie tandis que le poison se répand violemment, tachant tout de sang autour de lui. Face à l'appel désespéré, Christian accepte de livrer le remède mais exige que l'homme tienne sa promesse.
Christian invoque des chaînes d'épines violettes, piégeant son adversaire en pleine attaque et l'immobilisant complètement avec sa magie sombre. Ken se libère et invoque une gemme verte, accusant Christian de tricherie et le suppliant d'arrêter l'attaque. Avec un sourire confiant, Christian se jette dans un abîme sombre, démontrant qu'il ne craint pas le défi qui l'attend. Christian est blessé au sol tenant un poignard, tandis que ses compagnons courent à son aide, lui demandant s'il va bien. Un compagnon tient un orbe ensanglanté tandis qu'un autre révèle que l'énergie qu'il ressente n'est pas sombre, mais grise. Cox observe l'orbe ensanglanté et corrige l'homme blessé, affirmant que ce qu'il tient n'est pas l'obscurité mais bien du gris. Christian se sent coupable de l'éloge, car il pense en lui-même qu'en réalité, c'est lui qui a volé l'obscurité pendant le combat. Kennen est terrifié en sentant une aura démoniaque émaner de Christian, se demandant ce qui diable se passe. Un démon de Jaina surgit derrière Christian qui lève Kennen par le cou et lui dit qu'il aurait dû fuir. L'énergie libérée s'écoule intensément comme une rivière de pouvoir cramoisi, se déplaçant pour accomplir le but du rituel de Christian. Après l'attaque, Christian ne montre aucune peur mais plutôt un sourire suffisant, révélant qu'il s'attendait déjà à être observé par quelqu'un. Il confronte directement son espion, affirmant d'un regard défiant qu'il déteste simplement être surveillé, prêt à tout. Le démon se moque, amusé par les inquiétudes de quelqu'un qui est de toute façon sur le point de mourir, confiant en sa victoire. Christian évalue le démon, concluant qu'il est une menace d'au moins 5 étoiles et que dans son état actuel, il n'a aucune chance. Ignorant les protestations, Christian assomme son compagnon et lui dit de se taire et de dormir, le mettant hors de danger imminent. Christian, blessé, ordonne à Gruna de se taire. Le démon menace alors de dévorer son âme s'il poursuit le tribut. Gruna reconnaît l'audace du plan en préparant une attaque, se souvenant de sa règle de ne pas attaquer ceux de sa propre espèce. Un démon attaque Christian, raillant que l'épée sacrée qu'il ne peut pas manier n'est qu'une ferraille. Touché de plein fouet, Christian est violemment projeté en arrière, crachant du sang et hurlant de douleur sous l'impact. Le monstre le retient et lui offre d'épargner sa vie s'il abandonne, mais Christian reste ferme dans sa décision. Avec un sourire défiant, Christian interroge le démon, qui a dit que nous ne pouvions pas utiliser une épée sacrée. Au milieu du combat, Christian est violemment frappé par le monstre, mais parvient à riposter au même instant. Même blessé, il se rétablit rapidement et canalise une énergie dorée dans sa lame, préparant son prochain mouvement. Avec un sourire confiant, Christian provoque son adversaire choqué, lui demandant s'il commence à paniquer. Christian libère son pouvoir avec le cri Dead Sea Flash, un faisceau de lumière dorée qui oblitère son adversaire. Après l'attaque dévastatrice, Christian est haletant et ensanglanté, réalisant que son corps ne supporte pas encore autant de pouvoir. Tandis que les guérisseurs courent pour soigner les blessés, une femme se présente au milieu de cercles magiques, révélant son nom, Mépina. Christian se réveille au lit, irrité d'être resté inconscient pendant 2 jours, considérant cela comme une grande perte de temps pour ses plans. Soulagé, il cherche immédiatement un objet qu'il avait caché, le trouvant exactement là où il l'avait laissé avant de s'évanouir. Visiblement ému, il réfléchit à l'idée de devenir une famille, quelque chose qu'il n'avait jamais cru possible auparavant. Il propose une réconciliation, espérant que les maisons Tiramin et Khazar puissent devenir des rivaux qui rivalisent en paix et harmonie. L'homme bête décide de contacter une vieille connaissance, tandis que Christian sourit, satisfait de l'avancement de son plan pour former des alliances. Le groupe unit ses mains, scellant le pacte de rassembler des alliés pour créer une ligne de front contre l'imminente ère de ruine. Christian provoque le jeune homme, suggérant que s'il est vraiment reconnaissant, il peut lui donner quelque chose en retour, le rendant irrité. En se retirant, le visiteur prend congé et conseille à Christian, qui observe en arrière-plan, de se reposer un peu plus. Sentant une présence, Christian ouvre ses yeux rouges et brillants et invite l'être dissimulé à se manifester. Tu peux déjà sortir. Des ombres, une silhouette émerge au milieu d'une aura sombre, pensant que sa dissimulation était si parfaite que personne ne pourrait le détecter. L'homme se présente formellement comme Simon, le majordome en chef du clan des mages des ténèbres, exprimant son plaisir de le rencontrer. L'histoire du Blood Shadow Corps est révélée, un groupe terroriste dont le leader est devenu le 10e roi démon. Le protagoniste se souvient que dans sa vie passée, lui et ses compagnons avaient failli mourir d'innombrables fois à cause de cet homme Simon. Un démon aux cheveux roses est surpris, disant qu'il n'imaginait pas que le jeune seigneur Christian serait un gentleman si raffiné. Christian le regarde sérieusement tandis que le démon souligne qu'il a même réussi à éliminer un membre de sa propre espèce. Cox observe Christian, le percevant comme une bête féroce qui dissimule ses griffes jusqu'au bout, pressentant sa véritable nature. Christian pointe directement le majordome et révèle sa conclusion choquante. C'est parce que vous êtes l'invocateur, majordome en chef, affirme-t-il. Avec un sourire victorieux, Christian regarde Cox et l'avertit qu'il lui doit désormais une grande faveur, scellant l'accord entre eux. Marielle annonce à Christian que les préparatifs du retour sont achevés, faisant léviter les coffres par magie. Il salue son excellent travail. Devant Alros stupéfait, Christian désigne Marielle et ses coffres, déclarant énigmatiquement que c'est le titre. Tandis que son frère le traite d'arrogant, Christian se retourne avec dédain et dit à Marielle qu'ils s'en vont. Tern court furieux après son frère, exigeant le duel que Christian lui avait promis à son retour. Christian reporte l'affrontement, disant à Tern de terminer d'abord son entraînement car ils se battront une fois que tous deux seront prêts.
Christian se souvient d'une fille qui lui a fait promettre quelque chose, lui demandant, le visage rougi, de tenir sa parole. Seul dans sa chambre, entouré d'armes, Christian s'assied sur son lit, concentré sur un petit objet dans sa main. Le pouvoir est si intense qu'il se tord, criant de douleur et s'exclamant « C'est si puissant !» Un subordonné remet un rapport sur parchemin, expliquant que l'enquête a pris du temps et est remercié pour son bon travail. Christian apparaît avec un air confiant, demandant à son frère s'il est venu si tôt juste pour se faire battre à nouveau. Christian décide qu'il doit battre son frère pour qu'il comprenne, le mettant KO d'un seul coup puissant. Le comte Khazar réprimande Christian pour être allé trop loin, révélant que Terne restera alité pendant 15 jours à cause de ses blessures. Seul à seul, Terne accuse Christian de se moquer et d'ignorer les accomplissements pour lesquels il s'est tant efforcé. Le visage blessé, Terne révèle son désir, il veut juste que Christian soit fort et le soutienne. Lors du duel, son frère aîné l'avertit qu'en combattant, il perdra sa chance d'obtenir le démonio d'Astrevas. Il est expliqué qu'accepter le démon des ténèbres avant de maîtriser le démon gris, qui est supérieur, causera une confusion future. Il conclut en disant que c'est un conseil sincère pour aider Christian à grandir, lui demandant de reconsidérer sa décision. Christian, toujours blessé, s'étonne de recevoir une pierre de guérison et se demande pourquoi on lui donnerait quelque chose d'aussi précieux. Toujours dans le passé, Christian s'éloigne du lit, admettant pour lui-même qu'il ne comprenait pas ce sentiment de perte. Irrité, il critique l'attitude mesquine de quiconque est aux commandes pour ne pas ouvrir une porte de téléportation. Deux démons abordent Christian, commentant qu'il semble déjà avoir accompli quelque chose en seulement un demi-mois de travail. L'un d'eux explique avec un sourire que sa présence n'est pas une coïncidence, car il est venu sous les ordres de Lord Noga. Des ombres, une femme au regard intense émerge et salue Christian, disant que cela fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Un homme plus âgé et une femme le fixent avec des regards menaçants, prononçant le nom de Christian de manière intimidante. Sous le regard d'une entité menaçante, les yeux de Christian brillent alors qu'il résiste à l'intense pression qui l'entoure. Christian, écrasé par cette présence accablante, peine à se tenir debout face à une telle puissance. Christian reste ferme, déclarant qu'il doit encore prouver sa valeur pour répondre aux attentes du chef de famille. Une voix sinistre prévient que son talent lui vaudra un sort encore plus cruel dans l'ouragan de sang qui se forme. Le jeune maître Christian Van Baron Khazar est annoncé, entrant dans le salon avec une présence imposante qui attire l'attention de tous. Tandis qu'il avance, les invités chuchotent, se demandant pourquoi le patriarche reconnaîtrait quelqu'un qui ressemble à un noble gâté. Christian entend les murmures et pense en lui-même. Comme prévu, confirmant que sa mauvaise réputation est encore bien connue de tous. Christian s'imagine être loué pour sa beauté, pensant avec vanité. Est-ce parce que je suis trop beau? Un serviteur s'approche de Christian avec un plateau de vin et le jeune maître regarde les verres avec curiosité. Tandis qu'il tient sa boisson, Christian entend l'annonce que les jeunes seigneurs et dames sont sur le point d'entrer dans le salon. Un couple de nobles fait une entrée grandiose dans le salon, marchant avec élégance tandis que des pétales volent autour d'eux. Christian, sous le choc, fixe un homme l'ignorant d'un sourire subtil, une tension immédiate s'installant dans le salon du banquet. Observant le couple s'éloigner, Christian estime que malgré sa méfiance, il ne ressent rien de particulièrement étrange venant d'eux. Christian le confronte directement, lui demandant s'il est ce participant et le défiant de se battre s'il a une quelconque plainte. Le défi de Christian résonne dans le salon, attirant l'attention de son frère, Terne Van Baron, qui l'observe avec une expression sérieuse. Son adversaire le fixe avec dédain, affirmant qu'il n'aurait même pas besoin d'une arme pour s'occuper de lui. Les créatures spirituelles avancent et encerclent Christian violemment, qui semble sans défense au sol. Les spectateurs sont choqués par cette scène incroyable, se demandant ce qu'ils viennent de voir. L'adversaire de Christian le défie d'affronter les esprits qu'il a invoqués, sans savoir qu'il a déjà perdu le contrôle. Enveloppé d'une aura de pouvoir, les spectateurs réalisent que l'incroyable exploit de contrôler les esprits était l'œuvre du jeune maître Christian. Critiqué pour son attitude, Christian fait face à son accusateur avec un sourire et le défie en duel s'il a un problème. Devant le maître agenouillé, Christian pense que son mensonge est terrible, mais décide de faire semblant d'y croire juste pour cette fois. Pendant ce temps, un noble à l'allure imposante vêtu d'une cape sombre descend les escaliers avec un air de grande autorité. Le groupe court désespérément dans un couloir, l'un d'eux criant de se dépêcher ou ils perdront leur cible de vue. Alors qu'ils dévalent exténués un chemin abrupt, les nobles pressentent une anomalie, s'interrogeant sur cette descente si abrupte. Cox mène le chemin, pressant les autres alors qu'ils courent sur un terrain en train de s'effondrer. Paniqués, Christian et son compagnon regardent derrière eux, maudissant leur situation désespérée tandis qu'ils suent de peur. Avec une expression calme, Cox continue d'avancer, semblant imperturbable face au danger imminent. Christian observe les autres, épuisés, pensant qu'ils sont idiots de bouger sans stratégie dans l'espace d'illusion et de gaspiller leur force. Enveloppé de cercles magiques, Christian révèle avec confiance que son endurance est infinie, peu importe à quel point il s'efforce dans l'épreuve. Christian critique Kennen qui est essoufflé, disant qu'il aurait plus d'endurance s'il n'était pas si paresseux à l'entraînement des bêtes. Un homme aux cheveux bleus apparaît au milieu d'une lumière brillante, annonçant aux nouveaux venus qu'ils sont dans un lieu sacré. Il se présente comme le superviseur du site où le mana noir le plus pur jaillit, accueillant les jeunes maîtres.
Le superviseur Liu annonce le début du test. L'objectif des jeunes maîtres est d'obtenir le grand sorcier noir, Jamyol. L'énergie est répartie entre les concurrents, mais une voix note que le montant ne suffira pas à être partagé par tous les jeunes maîtres. Kane écoute attentivement que les bêtes à l'intérieur du lieu testeront les qualifications des jeunes maîtres pour le rituel qui approche. Avec un regard déterminé, Kennen est conseillé de veiller à sa propre sécurité avant toute autre chose dans ce défi dangereux. Au bout du couloir, Christian se retrouve face à une bête démoniaque colossale qui l'accueille avec un puissant souffle de feu. Une main ensanglantée s'abat sur le sol tandis qu'une voix sinistre déclare que ce lieu sera une tombe où les morts ne sont pas remises en question. Tern attend déjà Christian et le nargue d'un sourire, l'interrogeant sur son retard pour le début du rituel. Avec un air de supériorité, Tern exprime son ennui, disant à Christian qu'il mourrait presque d'impatience de l'attendre. Devant les corps, Christian sourit malicieusement, comprenant que son rival était à l'origine de cette épreuve et lâche « Pas étonnant ». Le traitant de bâtard arrogant, Christian se prépare à attaquer, affirmant que bien qu'il soit interdit de se battre pendant le rituel, il fera une exception. Il avance avec un coup de poing d'énergie sombre, décidant que, comme prévu, il est préférable d'écraser son adversaire sur le champ. Christian se concentre, expliquant que les arts martiaux libèrent un pouvoir magique pour asséner des coups dévastateurs à courte distance. Il avance avec férocité, appliquant des clés d'articulation pour incapaciter son adversaire en un mouvement rapide. D'un coup précis, Christian renverse son adversaire qui le traite de sale bâtard en tombant. Tandis qu'un homme tente de fuir désespérément, Christian tombé au sol pense qu'il est déjà trop tard pour s'échapper. Christian s'approche de l'agresseur à terre qui le questionne sous le choc. « Que c'est toi qui as fait ça ?» L'adversaire libère son aura sombre, hurlant qu'il ne faisait pas que plaisanter et défiant Christian au combat. Christian observe Chris évanoui et réfléchit que même s'il le laisse là, quelqu'un le mènera de toute façon en lieu sûr. Tenant l'objet, Christian sourit et affirme qu'il ne peut pas donner un seul grain de l'obscurité sacrée, car il en a besoin pour ses plans. Une figure mystérieuse s'approche d'un grand portail scellé, demandant si c'est le moment de revendiquer l'obscurité sacrée qui s'y trouve. Il est révélé que Nogaju et Hamel sont devenus des seigneurs démons en absorbant le pouvoir de l'enfant sacré et l'énergie du démon des ténèbres. Devant l'homme, une immense sphère d'énergie sombre se manifeste, un pouvoir qui, dit-on, peut surpasser même l'empereur démon. Christian libère un pouvoir sombre écrasant, sa main se tordant de magie tandis qu'il lance un sort dévastateur. Les spectateurs réagissent avec horreur, réalisant que tous ont été éliminés, s'exclamant qu'un jeune maître est dans un état critique. Incrédules, les nobles se demandent si Christian a utilisé des outils magiques interdits et exigent une enquête sévère pour le punir. Tern imagine Christian écrasé par l'obscurité sacrée, croyant qu'il est déjà mort pour n'avoir pas pu absorber autant de pouvoir d'un coup. Tern se lève brusquement, affirmant avec conviction que l'obscurité sacrée est si puissante qu'elle ne laissera même pas de corps derrière elle. Le visage tordu de rage, Tern jure en pensée qu'il fera payer Christian pour l'humiliation subie. Deux servantes bavardent à propos de Christian, certaines qu'il est déjà mort pour avoir été trop avide. Un serviteur se moque d'un objet fantomatique mais est surpris lorsqu'une intense lumière bleue en jaillit. Marielle flotte sous sa forme de banshee, avertissant les autres servantes de ne pas faire de bruit tandis qu'elle attend impatiemment son maître. Avec un visage effrayant, Marielle menace de transformer les servantes en fantômes sous son commandement, les laissant terrifiées et hurlantes de peur. Flottant dans une obscurité suffocante, Christian réalise qu'il n'est qu'à 70% du processus, plus difficile qu'il ne l'imaginait. Il serre le poing avec détermination, pensant qu'il doit tenir bon car le vrai problème commencera à 90% du processus. Christian canalise une énergie immense, pensant imiter le cœur d'un dragon pour augmenter sa capacité de noyau, même temporairement. Alors qu'il est sur le point d'atteindre sa limite, une entité d'énergie bleue se manifeste, lui demandant s'il a besoin d'aide pour continuer. Une entité cosmique surgit devant Christian, affirmant que son pouvoir démoniaque résonne avec l'obscurité, rendant son aide simple à offrir. L'énigmatique silhouette réaffirme sa volonté d'aider Christian sur le champ sans aucune contrepartie. Cox affiche un sourire confiant, mentionnant que le chef de maison par intérim, le marquis Langham, semble être du même avis. Le marquis Langham s'emporte face à l'audace de son adversaire, s'exclamant que le morveux essaie de tester sa patience. Le poing serré à côté d'une tasse fissurée, il se demande si son adversaire pense que le fou retentissant est encore en vie. Le majordome Cox sourit astucieusement, commentant à quel point Christian est devenu un jeune maître assez intéressant et digne d'observation. Soudain, l'artefact dans les mains de Christian se brise, libérant une explosion d'énergie magique violette qui l'enveloppe complètement. Frappé par l'explosion, Christian recule sous le choc, serrant sa poitrine avec une expression de douleur et de surprise dans ses yeux rouges. Avec un regard de pur défi, Christian crie fermement qu'il refuse l'aide qu'on lui offre. L'entité le traite de fou, remettant en question sa connaissance du royaume accordé aux humains tandis que Christian s'effondre dans le vide. Christian libère sa puissance, rappelant à son adversaire qu'il a oublié un détail crucial, c'est la phase de conception. En regardant une silhouette d'une lumière intense se manifester, le mage aux cheveux violets est choqué, murmurant que c'est incroyable. Ses compagnons assistent horrifiés, rappelant que cette technique est si fatale que même Rena en est morte par le passé.
Une figure mystérieuse observe le résultat du rituel avec incrédulité, sans pouvoir croire ce qu'elle voit. Une entité avec un croissant de lune noire sur le front interroge Christian, demandant comment un simple mortel ose perturber son nid. Avec un sourire sinistre, Christian révèle son œil démoniaque et une marque sur son front, demandant si l'être devant lui ignorait son identité. Manifestant une corne rouge, Christian se retourne et annonce qu'il s'en va, laissant derrière lui l'entité cosmique dans cet étrange espace. L'entité cosmique bleue prend congé avec un sourire, exprimant le désir qu'ils se retrouvent une autre fois. S'éloignant de l'explosion, Christian ricane, satisfait de l'étalage de sa puissance colossale fraîchement acquise. Christian, sous sa forme démoniaque, songe au chaos qui a dû s'emparer du manoir principal après une semaine d'absence. Enragé, l'un des présents pense qu'une seule bouteille trouble l'eau, blâmant Christian pour le chaos qu'il a provoqué. Le comte Khazar, d'un regard sérieux, ordonne que Christian soit conduit au salon Sombrio le lendemain pour un règlement de compte. Avec une aura intimidante, le comte déclare qu'il décidera du destin de Christian devant tous ses vassaux, scellant son jugement. Le comte Khazar observe avec un sourire satisfait, tandis qu'une noble semble appréhensive envers Christian qui fait face à un interrogatoire sur l'Eucharistie. D'un regard sévère, un prêtre interroge Christian directement, lui demandant s'il connaît l'erreur qu'il a commise durant le rituel sacré. Christian se demande quelle peine attendraient ceux qui ne parviendraient pas à assimiler plus de 70%, redoutant les répercussions du test. Il gesticule et demande comment l'exploit sera jugé, réalisant que même le marquis ne peut le mesurer avec précision. Il théorise que bien que le noyau de Christian soit confus, une collision magique serait capable de mesurer sa vraie pureté. Le narrateur explique que ce type de duel est le moyen parfait de détruire complètement le noyau magique du perdant, augmentant les enjeux. Christian déclare que s'il obtient un succès reconnu par tous, il exige que son excellence, le marquis, le recommande formellement. Arborant un sourire confiant, Christian manipule son énergie sombre et défie Terne, déclarant que s'il s'apprête à user de magie, il devrait le faire avec panache. D'un unique geste, Christian crée un vortex d'énergie sombre, se défendant sans effort de l'attaque qui est venue dans sa direction. Terne est choqué et demande comment Christian a réussi à neutraliser sa magie sans même avoir besoin de rassembler sa propre énergie. Christian décide d'utiliser une magie de haute classe de 2e niveau, canalisant une énergie sombre avec un regard déterminé. Il lance le sort en l'air, manifestant un puissant enchantement d'ombre qui se tord dans l'air au-dessus de lui. Avec une concentration totale, Christian concentre l'énergie violette dans sa main, préparant une attaque dévastatrice avec un sourire confiant. Canalisant l'énergie sombre dans sa main, Christian exprime sa déception, se moquant ouvertement du pouvoir de son adversaire. Les yeux brillants, il poursuit sa provocation, disant que son adversaire n'est pas aussi impressionnant qu'il le paraissait. Christian libère finalement l'explosion d'énergie violette, lançant une attaque écrasante sur son adversaire qui l'observe d'en bas. Une énergie sombre et draconique jaillit du torse de l'adversaire, le laissant complètement sidéré par cette manifestation écrasante de puissance. Face au choc des pouvoirs, Christian alerte qu'une erreur risquerait d'endommager le cœur magique, affichant son inquiétude en plein combat. Une aura sombre enveloppe Christian tandis qu'une énergie chaotique émerge de son corps, faisant briller ses yeux d'un rouge éclatant. Essuyant le sang, Christian reconnaît son nouveau pouvoir, réalisant qu'il a acquis une magie d'une pureté de plus de 90%. Christian sourit avec confiance et demande s'il a désormais le droit d'être un sage, tandis que son père l'observe attentivement en arrière-plan. Le représentant du clan fixe Christian et affirme que, comme promis, il lui permettra de passer le test pour devenir l'héritier. Il déclare qu'il décidera du format et Christian réalise que le plan est de rendre le test impossible à réussir pour lui. Le défi est révélé. Christian doit d'abord prouver son potentiel, puis accomplir un exploit digne d'un véritable héritier. Déterminé à prouver son potentiel, Christian serre les poings, se préparant au jugement de son père. En buvant, le comte Khazar exprime sa frustration, disant froidement que Christian l'a déçu. Christian baisse les yeux, admettant pour lui-même que son erreur a été de sous-estimer le comte. Un vieil homme se demande pourquoi les gens n'absorbent pas plus de 70% de mana sombre, les mettant en garde contre les conséquences. On apprend que plus le mana est pur, plus l'ascension de rang est ardue, pouvant requérir plusieurs fois le temps habituel. En servant le plat, une servante commente avec enthousiasme que les nouvelles du jeune maître se sont répandues dans tout le domaine. Marielle déborde de joie pour son maître, mais Christian, gêné, lui demande d'arrêter car elle le met mal à l'aise. Dans un souvenir, Christian réfléchit à une période difficile où chaque jour qui passait lui semblait une éternité interminable. Chris sourit au geste, pensant en lui-même que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi bien accueilli et réchauffé. Le protagoniste se remémore sa fuite d'une famille infernale qui désirait sa mort, laissant derrière lui un passé de souffrance. Il se souvient également de sa vie antérieure, un parcours où chaque chemin qu'il empruntait était imprégné de sang et de violence. Au milieu des souvenirs sombres, il se remémore les cœurs chaleureux de ses compagnons, qui furent sa véritable lumière et son guide. Avec un sourire satisfait, Marielle se demande si Christian a enfin compris les sentiments qu'elle a pour lui. Christian offre une récompense à Marielle, souriant en l'invitant à une promenade ensemble en guise de remerciement pour son bon travail. Surprise par cette proposition, Marielle s'élève et demande à Christian s'il est vraiment sérieux, peinant à croire à l'invitation. Exultante à cette confirmation, Marielle s'approche d'un Christian effrayé qui insiste pour qu'il parte sur le champ.
Tandis qu'il observe Marielle, Christian réfléchit qu'en dépit du moment de détente, il a le difficile objectif d'atteindre 3 étoiles en 3 mois. Soudain, Tern apparaît derrière Christian qui est pris par surprise, interrompant son raisonnement sur l'entraînement. Christian trouve sa tante dans le jardin, mais elle le réprimande, disant que ce n'est pas le moment de flâner et lui demandant s'il a déjà trouvé un maître. Sans hésiter, Christian suit sa tante dans les couloirs du manoir, marchant vers son nouveau et rigoureux régime d'entraînement. Christian remercie sa tante pour sa considération, bien qu'il admette n'avoir aucune idée de qui est le maître qu'elle a mentionné. Elle l'avertit que c'est une chance unique dans une vie et exige qu'il donne le meilleur de lui-même pour ne pas décevoir le maître. Christian et Tern trouvent un garçon aux cheveux blancs debout en haut de l'escalier, semblant déplacé dans le grand hall du palais. Surpris par cette présence inattendue, les frères se demandent qui est cet enfant, exprimant leur confusion par un simple « 1 ». Les bras croisés, le garçon les fixe avec un air de supériorité, commentant à quelqu'un qu'il semble y avoir un enfant perdu par ici. Un garçon aux cheveux blancs croise les bras et commente avec dédain, disant qu'il semble y avoir un enfant perdu par ici. Le garçon réagit avec fureur au toucher de Christian, ses yeux brillant en rouge avec une énergie sinistre et accablante. Tern présente un enfant à un chrétien choqué, exigeant qu'il rende hommage au personnage mystérieux. Il est révélé que l'enfant est l'incarnation du chef de famille, une figure ancestrale d'immense pouvoir et importance. Un jeune homme aux cheveux argentés fait face au chef de famille et demande directement pourquoi le clan des mages noirs est devenu plus faible. Sur un échiquier symbolique, Christian déclare que son pouvoir grandira au point que ses limites même ne pourront être mesurées. Faisant face à son adversaire, Christian libère un pouvoir sombre et l'avertit de ne pas regretter ses paroles. Christian hurle tandis qu'il est violemment aspiré dans le portail d'énergie sombre qu'il a lui-même conjuré. Christian se réveille soudainement dans une forêt inconnue, se demandant à voix haute où il peut bien être et comment il est arrivé là. Un message apparaît dans l'air, révélant la première tâche pour hériter du mana sombre, laissant Christian choqué par ce test soudain. Immédiatement, un ours monstrueux à 2 têtes enveloppé d'une aura sombre apparaît comme son premier et terrifiant défi. Une boîte de chocolat est offerte au garçon en guise de récompense, son assistante disant « voici » pour satisfaire son désir. Le garçon aux cheveux blancs attrape un chocolat avec sa bouche, se délectant de ce délice après l'effort magique qu'il a accompli. Un garçon aux cheveux blancs sourit malicieusement, affirmant que les projections sont mieux vues dans l'obscurité alors qu'il se prépare à regarder. Un homme plus âgé active un orbe de projection et dit qu'il est temps de voir son petit-fils en action. Christian fait face à un ours à 2 têtes et à un lézard de pierre, pensant que ses os pourraient se briser d'un seul coup. Sans hésiter, le lézard de pierre lance un puissant rayon d'énergie verte directement de sa bouche. Christian sursaute en voyant un dard empoisonné passer en sifflant près de lui, réalisant que le danger du test est réel. Pourtant, Christian se ressaisit, se rappelant que ce n'est qu'un exercice et communique avec le chef de famille qui l'observe. À travers une sphère d'observation, un spectateur admet que Christian a certainement du talent pour affronter les bêtes. Une femme acquiesce, affirmant que les mouvements de Christian sont complètement différents, montrant un style unique au combat. Alors qu'une femme le sous-estime, l'appelant enfant, une projection magique révèle l'un de ses exploits. L'image révèle Christian debout sur le corps d'un ours géant, une démonstration de sa force. Au milieu de l'entraînement, Christian vainc un monstre de pierre d'un coup puissant, tandis qu'un ours géant représente toujours une menace. Après le coup, Christian lève les yeux, surpris de réaliser qu'il reste encore un ennemi à vaincre sur le terrain d'entraînement. Avec un sourire confiant, Christian avance avec agilité, ses yeux rouges brillants alors qu'il se prépare pour le prochain mouvement. Il réalise que le lézard de pierre a 3 cœurs et qu'il ne peut être tué que si tous sont détruits simultanément. Face à l'adversité, Christian pèse une nouvelle tactique, se demandant s'il doit changer d'approche pour l'emporter. Décidé, il lance un sort de confinement, piégeant le lézard de pierre avec des vignes d'énergie sombre. Avec un regard féroce, Christian canalise son énergie sombre, préparant une attaque dévastatrice de ses propres mains. Enveloppé de magie sombre, Christian révèle que grâce à son adversaire, il a réussi à comprendre et à appliquer seul le pouvoir des ténèbres. Avec un sourire confiant, Christian démontre sa nouvelle compréhension du contrôle total que l'obscurité peut exercer sur ses ennemis. Un enfant aux cheveux argentés apparaît dans une vision liée à l'ordre mystérieux de déverrouiller le sceau auquel Christian est confronté. Alors qu'une voix lui ordonne de marcher et marcher encore, Christian se voit entouré d'une énergie sombre et oppressante. Avec ses yeux rouges brillants, Christian commande le pouvoir, ordonnant aux ténèbres d'envelopper et d'engloutir son propre maître. Une épée sinistre enveloppée d'énergie sombre et d'éclairs violets est matérialisée pour le combat imminent. Christian est choqué de voir une manifestation de pouvoir si formidable émanant de son adversaire. Christian est sous le choc d'une attaque soudaine, ses yeux rouges brillant intensément au milieu de l'énergie violette qui l'entoure. Une figure mystérieuse apparaît, expliquant qu'il s'agit d'une lame conceptuelle, une arme qui ne tranche que ce qu'elle est censée trancher. Enveloppé d'une intense énergie violette, Christian est projeté à travers l'espace, son corps flottant inconsciemment vers une destination incertaine. Il arrive enfin, se retrouvant seul dans une cour grandiose et ensoleillée, devant une architecture imposante et inconnue.
Christian enlève sa chemise, insatisfait de son physique, et décide qu'il doit prendre plus de poids et de force pour ses futurs plans. Assis, il réfléchit qu'il n'y a pas de temps pour les lamentations et se demande s'il ne devrait pas simplement reprendre l'entraînement immédiatement pour devenir plus fort. L'énergie se dissipe et il conclut que ce ne sera pas facile, se demandant combien de fois il a déjà essayé de maîtriser cette technique. Il ressent une obscurité complète et puissante, craignant les abîmes intemporels tandis qu'il fait une offrande à une entité en quête de pardon. Christian réfléchit qu'après tant d'échecs à l'entraînement, tout le monde doit déjà avoir perçu son véritable et faible niveau de pouvoir actuel. Christian observe son père, le comte Khazar, arriver avec un enfant mystérieux, surpris de cette visite inattendue au manoir. Il regarde sa main alors que l'énergie se dissipe, admettant que, pour l'instant, tel est le seuil de son nouveau pouvoir. Une femme avertit le jeune homme aux cheveux blancs que, à partir de demain, elle ne sera pas indulgente dans son entraînement. En s'éloignant, le garçon crie à Christian de ne pas s'inquiéter car il croit totalement en lui. Soulagé, Christian célèbre en style chibi, pensant en lui-même qu'il a réussi à surmonter un autre grand obstacle. Christian prend une bouteille, émerveillé par le luxe. Il célèbre le fait d'être sur le point de boire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir se payer. Il se cache derrière une porte, pensant qu'il doit boire en douce avant que Marielle ne le trouve et l'en empêche. Une magicienne aux cheveux violets confronte Christian, l'accusant de boire en plein jour, mais est confuse de ne pas le reconnaître. Dans un accès de rage, le mage aux cheveux violets gifle comme par magie Christian, le maudissant furieusement. Assis par terre avec une bouteille, Christian observe avec indifférence l'agitation tandis qu'un petit serviteur court vers lui. Le mage aux cheveux violets est surpris d'être appelé sa fiancée, mais est froidement informé qu'elle est en fait son ex-fiancée. Pris au dépourvu, Christian reste sans réaction et visiblement ébranlé en retrouvant son ancienne promise. Elle pleure en se rappelant l'humiliation mais affirme avec conviction qu'elle n'est plus stupide et ne répétera pas les mêmes erreurs. Dans son bureau, le comte Khazar médite en silence, réfléchissant aux changements au sein de sa famille et aux événements qui se déroulent. Tandis que Christian s'efforce dans son entraînement, les actions de nombreuses personnes autour commencent à changer en réponse à son évolution. Ailleurs, une femme est hantée par des sentiments compliqués d'un amour passé, tenant un casque qui garde ses souvenirs. Pendant ce temps, ceux qu'une envie aveugle ronge aiguisent leur lame, se préparant à agir bientôt. Cette personne se met également en action, prenant les premières mesures pour l'avenir qui approche. D'un regard intense, Christian rassemble son énergie sombre, se préparant à démontrer sa force nouvellement acquise lors du test. Christian sourit, impatient de surprendre tout le monde plus tard, même s'il s'est retenu comme conseiller. Avec un sourire malicieux, Tern exprime sa fausse inquiétude à son père, insinuant que Christian commettra probablement une erreur à nouveau. En marchant, Christian ressent un malaise inexplicable, un pressentiment que quelque chose est sur le point d'arriver. Une vision révèle qu'à l'origine, celui qui devait être nommé héritier n'était pas lui, mais un jeune homme nommé Roin. Cox explique que l'échec de Roin en magie noire fut le germe du désastre, ne laissant qu'une traînée de douleur. Dans un souvenir du passé, l'un des compagnons de Christian s'interroge, choqué par les événements, sans comprendre le pourquoi de cette tragédie. Christian examine ses options, reconnaissant qu'avec son niveau de maîtrise actuel, il est dangereux d'agir imprudemment et sans preuves concrètes. En étant traité de canaille, Christian réagit avec une fureur silencieuse, montrant à quel point son contrôle est ténu sur son tempérament. Tern Van Baron Khazar attaque avec son arme d'un coup rapide, démontrant son habileté et sa puissance en un mouvement précis et létal. Christian a une vision de sa vie passée s'émiettant, ce qui provoque un sourire maniaque et perturbant sur son visage. Kainen, l'épée au poing, déclare les salutations terminées, suggérant qu'il est temps de passer à l'action. Christian savoure des brochettes de viande depuis bien longtemps, ne désirant que jouer et manger le restant de ses jours. En mangeant, il se souvient que le magasin d'une certaine personne doit être proche, planifiant sa prochaine étape au cœur du marché. Soudain, il réalise qu'il est suivi et se demande s'il doit semer ses poursuivants avant de poursuivre ses plans. Avec une expression irritée, Christian identifie les hommes comme des subordonnés du marquis Langham, confirmant ses soupçons. Une silhouette encapuchonnée attrape Christian par derrière, le réduisant au silence et le traînant dans une ruelle. Il est pris totalement par surprise par l'attaque. Christian confronte son ravisseur, demandant avec agacement qui il est et comment il pourrait rester calme en étant traîné ainsi. À l'évocation du château du roi maléfique, Christian est sous le choc, paralysé par cette révélation inattendue. Une silhouette encapuchonnée explique que les habitants du château disparaissent sans laisser de traces et que les zones sécurisées sont détruites. Montrant le carnage qui attend les rebelles, le personnage avertit Christian de se préparer à une exploration dramatique et dangereuse. Une lumière émane d'elle et Christian est choqué, réalisant que l'assurance offerte est quelque chose de bien plus puissant que ce à quoi il s'attendait. Elle s'arrête soudainement, se demandant pourquoi elle ne peut pas se montrer à Christian tandis que son visage rougit à cette pensée. Une entité sombre apparaît et l'avertit que rester caché est pour son propre bien, car le mentionné mettrait Christian en danger. Il exhibe une carte d'accès, se rappelant avec un sourire que par le passé, ses compagnons guerriers ne parvenaient pas à entrer dans le lieu. Malgré sa carte VVIP, Christian décide d'être prudent, car il juge trop tôt de lui faire confiance sans confirmer son identité. Par précaution, il se rend à un bureau de poste et demande un pigeon voyageur pour envoyer un message important et se préparer.
Avec un sourire satisfait, Christian observe le grand oiseau messager partir, faisant le premier pas de son nouveau plan. Christian sourit, confiant, se disant que le premier pas de son plan était un succès. En arrivant à sa destination, un homme l'interpelle rudement, disant que ce n'est pas un endroit pour les enfants et lui ordonne de partir. Christian met alors un masque et révèle une carte VVIP, demandant avec dédain si son entrée sera toujours refusée. Les gardes s'excusent immédiatement et ouvrent les portes, disant « Désolé, vous êtes un VVIP, veuillez entrer ». Une fois à l'intérieur, Christian se présente sous son nouveau nom, Lia de Bolfman, et demande avec assurance s'il y a un problème. Un employé exprime sa méfiance, pensant que l'apparence de Christian est un mensonge puisqu'il a une voix d'homme. Installé dans le salon VIP, Christian admire le luxe des lieux, pensant que c'est le standard attendu du groupe marchand Rudolf. Le Gruppo Mercante Rudolf est présenté comme une organisation si puissante qu'elle domine toutes les routes de distribution et le marché noir. Il se présente comme Ruvid, le gérant de l'enchère et le chef du puissant groupe marchand Rudolf, affirmant son autorité. Un visiteur interroge Christian sur le motif de l'entrevue, mais il lui rétorque simplement ce qu'il désire, tout en sirotant son thé. Christian affiche un sourire suffisant, suggérant qu'il a un plan en tête que son invité ne peut pas encore comprendre. Une femme à lunettes fixe Christian d'un regard sérieux, tandis qu'une aura de pouvoir commence à se manifester autour de lui. Avec une expression sérieuse, elle l'accuse d'avoir utilisé un faux nom pour entrer dans le lieu, disant qu'il n'a pas le droit de parler. Christian accepte le paiement, affirmant avoir suffisamment pour les ingrédients, tandis qu'elle accepte de les préparer immédiatement. Christian danse victorieusement couvert de bijoux, tandis qu'une observatrice se désespère, réalisant que ce n'est pas une menace mais du chantage. Un homme à lunettes réfléchit que, bien que son pouvoir n'ait pas augmenté, il parvient maintenant à gérer les plans de confinement du marquis Langham. Pendant ce temps, un groupe d'épéistes s'entraîne intensément, libérant son énergie en préparation de l'affrontement qui approche. En arrivant au champ d'entraînement, Christian est confronté par un autre démon qui l'interroge sur son destin. Christian ignore l'invitation à s'entraîner et prend congé d'un signe de tête, laissant le démon roux irrité par son attitude. Un allié mystérieux ébouriffe les cheveux de Christian, le laissant visiblement irrité et sans voix face à ce geste soudain et familier. L'homme demande à Christian de garder son identité secrète et Christian accepte, proposant de se revoir à l'avenir. Une carte révèle que, si l'Empire magique et l'Union s'affrontent, leur unique route commerciale sera éliminée. De retour dans sa chambre, Christian soupire et se met au travail acharné, broyant des ingrédients pour son prochain plan. Un Garam, chef du clan médical, observe un garçon et s'étonne, pensant que l'héritier d'un clan guerrier ne serait pas si serviable. Elle se remémore son passé. Son clan fut décimé par le sang du diable lors d'une recherche sur le sang maléfique. Au milieu du massacre, il est révélé que c'est le protagoniste dans sa vie passée qui l'a sauvé de cet enfer. Christian révèle qu'à partir de ce moment, il est devenu le chef officiel du clan médical héritant de tout le legs. Loin de là, un serviteur remet une correspondance informant le marquis qu'une lettre a été envoyée par le jeune seigneur Christian. Le comte Khazar tient le petit mot de son fils, se demandant curieusement ce que Christian a bien pu lui écrire. Dans un salon luxueux, un marquis appelle son subordonné qui répond promptement « Oui, marquis, attendant les ordres ». Avec un sourire confiant, le comte Khazar décide qu'il est temps de commencer les préparatifs pour son fils. Christian regarde droit devant avec une expression sérieuse, pensant en lui-même qu'il se sentirait peut-être plus à l'aise seul. Une femme fixe intensément Christian, affirmant qu'il est temps pour eux de s'occuper de leurs propres affaires. Christian se retourne pour partir, jetant un objet par terre et se demandant à voix haute s'il devrait également y aller. Christian attaque le point faible d'une bête, réfléchissant que sa vie passée lui permet de trouver n'importe quelle faiblesse les yeux fermés. Soudain, une femme aux cheveux violets émerge des bois, semblant surprise d'être identifiée comme Marisa. Christian et Marisa se font face à distance, un silence pesant s'empare de leur rencontre en forêt. Christian s'approche et appelle Marisa qui se retourne surprise, pour lui poser une question sur son origine familiale et sa noblesse. Tenant un objet magique, le mage le regarde et lui ordonne de mendier pour sa vie au lieu de s'excuser. Une brume empoisonnée se répand sur le sol tandis qu'une silhouette mystérieuse se dirige vers l'énergie sombre qui en émane. Soudain, le corps de Christian est enveloppé d'une aura bleue brillante, révélant des marques de pouvoir qui surprennent tout le monde. Le mage aux cheveux violets regarde Christian se demandant de quelle absurdité il parle à propos d'une pilule de désintoxication parfaite. Contre toute attente, Christian lui porte un coup précis, l'assommant avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit ou de réagir. Peu de temps après, le mage apparaît inconscient et attaché à un arbre, complètement immobilisé et sous le contrôle de Christian. Christian active l'orbe qui projette une carte holographique du terrain. Il est surpris par ce que l'artefact révèle. L'orbe dans sa main libère un pouvoir intense, avec des cercles magiques complexes se formant autour de lui pendant son activation. Le concept de relique est révélé, des objets créés par des démons ou des saints qui y infusent leur pouvoir pour que d'autres les trouvent. Il est expliqué que ces puissantes reliques tombent également des cieux, tel un don destiné aux créatures terrestres. L'homme masqué est irrité par l'incompétence de Marisa, lui reprochant le problème actuel et souhaitant que sa cible meure bientôt. Caché, Christian observe un groupe de singes dans un arbre,
semblant avoir une idée pour gérer ses poursuivants. L'homme masqué est soudainement encerclé par les animaux et crie sous le choc « C'est quoi ce bordel? Ce sont des singes !» Sous forme spirituelle, Christian provoque un homme qui crie furieux après un singe magique, le suppliant de ne pas fuir. Sa forme spirituelle s'abaisse et touche un livre rouge brillant au sol, l'activant apparemment avec son énergie. Christian observe un collier de cristal violet briller intensément et émettre un faisceau d'énergie magique se connectant à lui. Christian canalise une énergie sombre dans sa lame, se préparant à forger un sceau et à exécuter son plan. Il révèle avoir altéré un sceau, le rendant intact en apparence, se préparant à substituer un leurre à l'objet véritable. En ouvrant le véritable coffret, Christian est choqué de réaliser que ce n'est pas l'amulette du crépuscule qui l'attendait. Le visage baigné de larmes de rage, elle fixe son ravisseur et l'insulte avec mépris, le traitant de « sale gamin ». Soudain, une violente explosion projette tout le monde sur le côté et un membre du groupe se demande, confus, ce qui vient de se passer. Un sort bleuté est lancé et les membres du groupe réalisent que c'est du poison en commençant à tousser, révélant un traître parmi eux. Observant ses ennemis tomber et enveloppés d'une aura bleue, le personnage encapuchonné déclare avec conviction que tout est fini. Le personnage masqué est stupéfait de voir que Christian n'est pas mort, se demandant comment il a survécu au poison incurable connu sous le nom de Flore Azul. L'assassin masqué lance une attaque directe, mais Christian parvient à bloquer le coup avec son épée dans un choc de lame. Plutôt qu'une réponse, l'énigmatique silhouette dévoile des griffes létales révélant son intention d'attaquer. Après une bataille, Christian et ses compagnons constatent que leurs adversaires, un groupe de mages noirs, sont bien supérieurs en pouvoir. Il est expliqué qu'un mage 5 étoiles subit une transformation qui le rend trop puissant pour que le groupe puisse même l'affronter ensemble. Christian manipule une énergie sombre, se moquant du plan bâclé de son adversaire en le traitant d'idiot. Christian sourit et prétend avoir une idée du plan de l'ennemi, laissant le mage confus quant au changement soudain de camp de Melun. Le mage se prépare à combattre, tandis que Christian propose un pari sur celui qui pourra chasser le plus rapidement. Melun accepte le défi et se concentre sur sa propre cible. Une figure masquée apparaît, qualifiant ses adversaires de bâtards arrogants, tandis qu'une aura verte sinistre émane de son pouvoir. Melun intercepte le coup avec son épée, et le choc des énergies crée une explosion de pouvoir sur le champ de bataille. Malgré son bras blessé, le protagoniste sourit et provoque son adversaire, affirmant que sa blessure ne fait que le démanger et remettant en question sa puissance. Elle le provoque d'un alors, tout en se doutant qu'il s'est peut-être laissé toucher exprès pour un objectif plus grand. Le héros de sa vie passée attaque impitoyablement, coupant son adversaire et emplissant l'air de sang dans un coup brutal. Une attaque surprise frappe un homme masqué qui est brusquement averti « Ne te distrais pas ». Christian apparaît avec une épée d'énergie sombre, déclarant avec un sourire que leur combat n'est pas encore terminé. Entouré de figures sombres, Christian se défend habilement, bloquant les multiples attaques avec son épée d'énergie. Avec un regard déterminé, Christian lève sa lame, concentrant une immense énergie sombre pour sa prochaine attaque. Il révèle l'épée sombre véritable en s'écriant « Surprise !» et manifeste une puissance que ses adversaires n'attendaient pas. Terne s'approche de son frère et exige qu'il admette sa défaite, proposant d'oublier l'affaire s'il le fait. Au milieu d'un affrontement magique, Christian est maîtrisé et crie furieusement à son adversaire « Espèce de salaud !» Christian demande à une fille de ne pas s'approcher, se sentant embarrassée, mais elle réplique que c'est lui qui lui a donné un certain objet. Le mage aux cheveux violets a l'air inquiet mais le félicite pour le travail bien fait tout en tenant un petit objet. Christian l'interrompt d'un geste, insistant qu'ils n'ont pas le temps et doivent se replier rapidement du lieu. Le visage blessé, Christian réfléchit à l'homme dont il a pris soin, imaginant qu'il a déjà dû être secouru ou s'est enfui. Une semaine plus tard, lors d'un banquet, Christian songe à l'incident qui a plongé les deux camps dans le chaos le plus complet. Dans un souvenir, une femme nommée Marisa part avec un regard déterminé, promettant qu'un jour elle reviendrait pour sauver quelqu'un. Christian refuse d'être nourri comme un enfant, gonflant les joues et insistant qu'il va manger seul. Face à l'aura intimidante de Christian, une Marielle terrifiée balbutie et lui offre du jus de sang, montrant une soumission totale. Christian répond avec dédain à son frère, terne, tout en pensant qu'un jour il se débarrassera de lui. Parmi les puissants du monde, comme Yulfan et Gerard, tous semblent cacher de profonds secrets, y compris un certain jeune homme. Christian fait face à un jeune homme d'apparence androgyne aux yeux rouges, qui l'observe avec une expression sereine et quelque peu ennuyée. Soudain, Christian ressent une barrière infranchissable, l'écart de pouvoir entre un descendant direct et un de lignée collatérale. Christian mange pour reprendre des forces, se disant que l'événement précédent était épuisant et qu'il devait se recharger. Il est surpris par l'apparition soudaine d'une fille, qu'il identifie comme Marisa. Avec une expression sérieuse et inquiète, Marisa s'approche et demande directement à Christian s'il va bien. Une femme s'approche et se demande pourquoi Christian est revenu, espérant que ce n'est pas pour vérifier si elle était toujours ligotée. Malgré sa proposition, elle décide fermement qu'elle n'a aucune intention de revenir sur les fiançailles rompues, ni de nouer une nouvelle relation avec lui. Christian remet en question le silence du personnage, qui se révèle avec un regard maniaque et l'attrape, le laissant complètement choqué. Avec une expression furieuse, elle déclare qu'elle accepte l'offre pour le bénéfice des deux familles.
au grand désarroi de Christian. Elle le présente ensuite au patriarche, tandis que Christian derrière elle se demande ce qu'il a fait de mal pour provoquer cette situation. Le patriarche réfléchit à l'inattendu que le redoutable Ducuam, vu dans un souvenir sanglant, soit un père si dévoué. Il change complètement de posture, déclarant avec un sourire arrogant qu'il était responsable de tout, simplement parce qu'il est un génie. D'un regard sévère, le comte Khazar réprimande Freysia l'enjoignant d'abaisser le ton lors de leur discussion. Freysia déclare qu'elle s'occupera personnellement du scélérat, et le comte Khazar cède, lui disant de faire ce qu'elle veut. En voyant son fils, le comte Khazar s'approche et l'appelle par son nom, l'observant d'une expression sérieuse tandis qu'il entre dans le hall. Christian remercie le compliment sur son apparence, tandis que son frère Tern, en bégayant, le félicite en l'appelant Roi Dieu. Le surnom inattendu saisit le comte Khazar, tandis que Tern tremble face à l'imposante présence de son frère aîné. Tern demande à Christian s'il s'est excusé auprès de Marisa pour les fiançailles rompues, mettant son frère dans une situation embarrassante. Soudain, Tern lève le pouce et disparaît, laissant Christian complètement confus face à cette étrange démonstration de soutien. Le mage aux cheveux violets s'approche de Christian et lui pose des questions sur le comte. Il admet que quelque chose s'est passé à cause de lui. Elle sourit disant qu'elle pourra saluer les autres plus tard car elle a quelque chose d'important à lui dire maintenant. Par ailleurs, un homme aux cheveux bleus demande nerveusement à Christian comment son père a réagi face à l'incident. Une noble aux cheveux rouges, assise dans l'assistance, s'interroge sur le soudain tumulte qui éclate durant l'événement. L'intronisation de Christian au rang de jeune maître est annoncée. Il observe, le sourire confiant, prêt à endosser son nouveau titre. Christian réfléchit que, pour bâtir son pouvoir, il doit devenir le grand jeune maître le plus rapidement possible. Un guerrier encapuchonné atterrit avec une force dévastatrice, brisant le sol et créant une onde de choc qui repousse les ennemis proches. Immédiatement, un démon sombre tire une sphère d'énergie violette, une attaque magique concentrée qui menace d'anéantir tout sur son passage. Les mages crient pour protéger le jeune maître et érigent des barrières, tandis que Cox reconnaît l'énergie violette sinistre avec stupéfaction. Un dragon attaque le domaine et les gardes se mobilisent, hurlant des ordres pour protéger le patriarche et le jeune maître. Un homme encapuchonné surgit dans le hall, tenant une carte et ordonnant à tous les présents de s'éloigner immédiatement de l'affrontement. Les yeux rouges brillants, Christian avance et invoque sa technique, criant « épée diviseuse », tout en canalisant l'énergie sombre. L'une des créatures de pierre est frappée par une explosion d'énergie sombre, son corps étant repoussé par l'impact soudain du sort. Un puissant nécromancien révèle sa présence au milieu du chaos, conjurant une armée de squelettes avec sa magie interdite. Christian lutte contre une force écrasante, criant désespérément de dégager le chemin tandis que l'énergie sombre le consume. Soudain, une femme mystérieuse apparaît derrière lui, remarquant qu'il est encore un peu faible alors qu'elle prépare sa magie. Elle libère alors une puissante attaque d'énergie, démontrant l'étendue de sa force pour intervenir dans le combat. Un monstre rugit d'agonie en étant complètement désintégré par un faisceau d'énergie écrasant qui le frappe de plein fouet. Avec une expression émue, Christian reçoit les félicitations pour être devenu le nouveau jeune seigneur, un moment doux amer sur sa nouvelle voie. Vaincu, Melin médite sur l'exploit de Christian, admettant que personne d'une autre maison n'avait jamais réalisé un tel exploit. S'agenouillant avec un sourire féroce, Melin s'incline et jure sa loyauté totale au jeune maître Christian. Christian affronte son adversaire avec un sourire et l'avertit qu'il sera trop tard pour regretter ses paroles après. Alors qu'un homme sourit, Christian l'observe et pense que sa manière rappelle beaucoup l'un de ses compagnons du passé. Tern van Baron se moque d'Alos qui semble irrité mais est réprimandé par son frère aîné qui exige le respect pour Christian. Le frère d'Alos le présente à Christian déclarant que c'est le jeune seigneur qu'il servira désormais, laissant les deux sous le choc. D'un regard féroce, Christian montre ses crocs et déclare à un serviteur terrorisé qu'il doit le servir comme son maître désormais. Irrité par l'acclamation de Christian, un jeune noble est consolé par sa mère, qui l'exhorte à ne pas se laisser abattre. D'un regard de profil, son expression déterminée montre que sa décision de soutenir Julian est inébranlable et définitive. Un homme plus âgé réagit à sa déclaration avec une expression sérieuse, comprenant le poids de ce choix pour l'avenir. Le chef du groupe rejette l'idée d'une attaque directe, arguant que ce serait problématique et fastidieux. Un homme masqué se moque d'un noble, qualifiant sa famille d'idiote, mais est soudainement poignardé par derrière par l'un de ses propres alliés. « Je ne pense plus que nous soyons camarades », déclare le chef, canalisant l'énergie noire alors que le traître se prépare au combat imminent entre eux. Un homme mystérieux, usant de magie sanguine, transperce son adversaire, qui le reconnaît comme jeune maître dans son dernier souffle. Interrogé sur sa destination, l'homme aux cheveux bleutés déclare qu'il est temps de rentrer chez lui après une longue absence. Tandis qu'une femme l'aide avec ses vêtements, elle pense que, si le moment est opportun, elle ira jeter un œil à son intéressant frère. Tandis que sa famille l'embrasse, Christian raconte qu'il ne néglige pas son entraînement physique, sentant son corps et son esprit plus légers grâce à cela. D'un sourire déterminé, il demande un nouveau duel, affirmant que cette fois, il sortira définitivement victorieux du combat. Tern demande à Christian son savoir en magie d'illusion, et Christian répond qu'il a étudié le sujet pendant seulement 3 mois. Tern insiste sur le fait que sa magie est utile pour avoir été enseignée par un mage 9 étoiles, tandis que Christian se souvient de ses anciens compagnons.
Enveloppé d'énergie destructive, Christian conclut que l'influence de sa lignée ne fait pas le poids face à lui, dédaignant l'arrogance de Terne. Avec un sourire subtil, Christian réalise que son plan a fonctionné, pensant que son adversaire a enfin mordu à l'hameçon qu'il avait préparé. Changeant de ton, elle convoque le jeune Lord Christian à son bureau pour une conversation, éveillant sa curiosité et son intérêt. Alors que le premier successeur est affaibli, Freysia révèle sa détermination à tout faire pour que sa fille, Maysak, devienne le successeur. Tandis que Freysia le félicite, Christian réalise qu'il sera probablement le premier bouc émissaire de ses plans ambitieux. Freysia loue Christian disant qu'elle s'inquiétait pour lui, mais le voit maintenant grandir splendidement, masquant ses véritables intentions. Même blessé, Christian pense qu'elle ne peut pas le tuer car son statut de jeune lord évite une guerre entre leurs familles. Une femme rousse fixe Christian et l'informe que Maysak souhaite un duel, espérant qu'il acceptera le défi. Les yeux brillants de rouge, Christian accepte le défi sans hésiter, disant qu'il se battra bien sûr. Elle offre également des instructeurs, se demandant s'il ne serait pas injuste que Maysak le batte sans qu'il reçoive un entraînement adéquat. Christian arrive à une nouvelle résidence, s'arrêtant devant l'imposante porte qui marque le début d'une nouvelle phase de sa vie. Il réfléchit que sa vie confortable de jeune maître est terminée, car le lendemain, les machinations de Freysia ont commencé à se dérouler. Découvrant une chambre poussiéreuse, Christian ordonne à sa servante Marielle de nettoyer les lieux, ce qu'elle accepte promptement. Marielle ordonne aux servantes fantomatiques de nettoyer leur doux foyer, le sien et celui de Christian, jusqu'à ce qu'il ne reste pas un grain de poussière. Obéissant à l'ordre, les servantes spectrales matérialisent leur équipement de nettoyage et commencent le ménage immédiatement. Christian range le salon par magie en un instant, laissant le majordome impressionné et pensant à quel point il serait bon d'avoir des serviteurs humains. Durant son entraînement à l'épée, Christian reçoit un encouragement paresseux de son tuteur, qui l'observe tranquillement depuis un banc voisin. Le deuxième jour de cours, un nouveau professeur tente d'expliquer à Christian les principes d'une malédiction, mais ses dessins sont enfantins. Soudainement, une femme mystérieuse apparaît et ordonne au professeur de ne rien faire pour aider au progrès de Christian. Avec un sourire, Christian s'excuse pour une dispute enfantine, disant au vice-majordome qu'il comprend sa situation difficile. Christian le surprend alors en manifestant une sphère de magie pour démontrer les principes sous-jacents, que le tuteur n'avait pas compris. Le tuteur est choqué en voyant Christian copier instantanément une magie d'illusion qui prendrait normalement 6 mois à apprendre. Reconnaissant le talent de Christian, le tuteur s'excuse et admet qu'il n'a plus rien à lui apprendre, mettant ainsi fin au cours. Un maître remercie Christian pour son travail acharné tout en affirmant n'avoir rien enseigné, tandis que Christian sourit avec gratitude. Le patriarche Grommel traitant Christian de morveux qui se croit capable de vaincre Maysak sans son aide, sous-estimant son pouvoir. Un serviteur interrompt, livrant une boîte et annonçant que c'est un cadeau que Christian a envoyé en tant que son petit-fils. Le souvenir le montre plus jeune, combattant avec son épée sombre tout en se demandant si cela s'est vraiment passé dans sa jeunesse. Même tombé et saignant, il sourit victorieux, déclarant que c'était une victoire pour sa famille de mages des ténèbres. Au milieu d'une grande célébration, les invités festoient et élèvent leur voix dans une acclamation unanime. Vive le patriarche Nordioni! Surprise par ce qu'elle entend, une femme réagit sous le choc, se demandant en pensée sa nomination soudaine au titre de patriarche. Il se demande comment Christian a pu obtenir un remède si rare, que même une figure puissante comme Simon n'a pas pu se procurer. Une lettre accompagne le cadeau, s'excusant pour toute offense et mentionnant qu'elle contient une technique secrète. Un jeune homme aux cheveux blancs lit une lettre, affirmant avec confiance qu'il se consacrera à répondre aux attentes de quelqu'un. Une femme est choquée d'apprendre qu'il veut assister aux réalisations de ses petits-enfants, s'interrogeant sur le motif de son attitude inédite. Pendant ce temps, Christian se montre impatient avec ses cours, sentant qu'il n'a pas de temps à perdre avec ses formalités ridicules. Christian fait face au vide de pouvoir et conclut qu'il lui faut une arme pour retenir ses ennemis jusqu'à ce qu'ils deviennent plus forts. Les yeux brillants de rouge, il se demande si l'épée de boue est vraiment sa seule option pour le combat imminent. Il manifeste l'épée d'énergie, mais avec ses capacités actuelles, il sait qu'il ne peut maintenir sa forme que pendant une seule minute. Alors que Christian cherche une solution à son dilemme, Cox l'interrompt soudainement, l'appelant avec enthousiasme « jeune maître ». Après son avertissement, Cox prend congé formellement de Christian, disant qu'il a déjà pris beaucoup de son temps avant de partir. Christian analyse les rapports tandis que Marielle dit n'avoir rien trouvé, décrivant Yurian comme une noble ordinaire, sans incident dans son passé. Méfiant, Christian pense que cela ne peut pas être juste car le pouvoir et l'énergie démoniaque de Yurian sont complètement anormaux pour son niveau. En sentant l'énergie sinistre, il est certain que c'est le pouvoir d'un contractant de démons, s'interrogeant sur le motif. Il se souvient qu'elle était infâme pour sa cruauté, mais elle est tombée malade il y a 5 ans et est devenue une personne complètement différente. Marielle révèle avec un sourire sinistre qu'au lieu d'être amicale, elle a donné une leçon aux fantômes pour avoir bavardé sur son jeune maître. Observant Marielle, il se demande quel genre d'histoire sombre elle doit avoir pour être une banshee si puissante. Marielle le surprend en lui demandant à quoi il pense et Christian, effrayé, nie rapidement penser à quoi que ce soit. Christian sourit avec confiance en recevant les rapports, félicitant son informatrice pour le bon travail de collecte d'informations. Un mois passe en un clin d'œil et le jour du duel tant attendu contre Margas arrive enfin, attirant une foule.
Tern provoque Christian, le traitant de petit à sa maman, tandis que Christian s'enrage en se souvenant que les duels dans sa famille sont à mort. Criant qu'il va le tuer, Tern lance une puissante explosion de magie destructive directement contre son frère. Christian réagit, conjurant sa propre magie sombre pour intercepter l'attaque de Tern dans un violent affrontement de pouvoir. Tern est emprisonné par les chaînes de sa propre magie Burning Stake, criant de douleur tandis que les flammes le consument entièrement. Soudain, Christian surgit derrière un Tern stupéfait, touchant sa tête et demandant avec sarcasme « Tu t'amuses ?» Christian attaque avec une magie de choc et se demande comment un sort si basique a pu fonctionner, traitant son adversaire de « stupide bâtard ». Alors qu'il poursuit l'attaque, Christian réalise que les professeurs flagorneurs de son adversaire ne l'auraient jamais préparé au combat au corps à corps. Christian assène une séquence brutale de coups de pied et de poing, faisant vaciller son adversaire et crier de douleur sous l'impact accablant. L'adversaire provoque Christian avec un sourire cruel, disant que sa mère pleurerait en le voyant et qu'il devrait se ressaisir. Christian concentre sa propre énergie, préparant une contre-attaque avec un pouvoir qu'il croit capable de dépasser toutes les limites physiques. Christian libère une énergie sombre écrasante, concentrée sur le dépassement de ses limitations physiques pour anéantir son opposante. L'attaque de Christian génère un vortex de puissance, projetant son adversaire en arrière avec un impact dévastateur. Traitant son adversaire de pitoyable imbécile, Christian l'attaque avec une aura sombre écrasante, montrant sa force supérieure dans le duel. Alors que l'adversaire tombe vaincu, il réalise trop tard que Christian, qu'il a sous-estimé, était en fait un génie. D'en bas, Christian répond à un noble qui l'appelle d'un balcon, se montrant attentif aux paroles du visiteur. Christian serre le poing avec conviction, sentant le pouvoir grandir en lui, tandis qu'il se concentre sur son objectif de devenir plus fort. Alors qu'il pense à maîtriser l'énergie sombre, une voix inconnue le surprend, demandant directement s'il est Christian et brisant sa concentration. Paralysé, Christian fait face à un homme aux cheveux bleus qui se présente comme Serad, son frère aîné, qu'il ne s'attendait pas à rencontrer. Une image révèle son identité. Il était le disciple de Simon et le commandant de l'escadron Ombre de Sang. Dans un souvenir, le commandant confronte Chris, lui demandant pourquoi il est paralysé de peur lors de leur première rencontre. Gravement blessée, une fille aux oreilles de renard lève les yeux avec haine, pensant qu'elle doit tuer son adversaire à tout prix. Christian dégage une aura sombre, déterminée à empêcher que le drame ne se reproduise, tandis que son frère le regarde avec un sourire froid. Le frère de Christian le menace de près, l'avertissant que s'il persiste dans cette attitude, il n'aura d'autre choix que de le tuer. Avec un sourire arrogant, Christian rétorque que l'idée qu'il soit en deçà des attentes n'est qu'une perception déformée de son adversaire. Son adversaire aux cheveux bleus le toise d'un regard rouge et glacial, absorbant le défi dans un silence menaçant et imperturbable. D'un simple geste, l'adversaire lance une attaque soudaine et brutale, faisant gicler le sang de l'œil d'une femme près de Christian. Une figure mystérieuse confronte Christian, tendant une main d'énergie rouge et l'avertissant qu'elle n'est pas connue pour sa patience. L'antagoniste réalise que Christian n'a pas encore fait de pacte démoniaque, comprenant qu'il y a une chance et fixant le délai d'1 an.